Je m'appelle Joshua, j'ai 40 ans. Et le soir de Noël, ma propre mère a regardé ma fille de 9 ans dans les yeux et lui a dit qu'elle n'était pas la bienvenue dans notre maison familiale. Mais avant de vous parler de la vengeance chaotique, malodorante et absolument glorieuse que mon Rottweiler, Bruno, a prise 30 minutes plus tard. Une vengeance qui a laissé le policier local tenter de cacher un sourire. J'ai besoin que vous me fassiez une faveur. Allez dans les commentaires dès maintenant et dites-moi d'où vous regardez. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Maintenant, laissez-moi vous ramener au trajet en voiture qui a tout déclenché. Le chauffage de ma Honda Pilot tournait à fond, mais je ne pouvais m'empêcher de frissonner. Ce n'était pas la température. C'était ce nœud familier et rongeant dans mon estomac qui se formait chaque fois que je conduisais vers Springfield. Mes articulations étaient blanches alors que je serrais le volant, naviguant sur les routes verglacées menant hors de Boston. Sur le siège arrière, ma fille Lily fredonnait, vive le vent, complètement inconsciente de la tempête qui se préparait en moi. À côté d'elle était assis Bruno, notre Rottweiler de 110 livres, 50 kg. C'était un gros chien maladroit, reposant sa tête massive et carrée sur les genoux de Lily. Tous les quelques kilomètres, il laissait échapper un gémissement sourd, bougeant inconfortablement. Les chiens savent. Ils savent toujours quand l'ambiance est mauvaise, et l'ambiance dans cette voiture était assez épaisse pour être coupée au couteau. « Papa, tu penses que grand-mère a fait sa tarte aux noix de pécan ?» a demandé Lily, sa voix coupant le bourdonnement des pneus. Je lui ai fait une carte. J'ai dessiné une image de sa maison. Je l'ai regardée dans le rétroviseur. Ses yeux étaient brillants, remplis de cette anticipation innocente des fêtes qui n'avaient pas encore été écrasées par la réalité. Je me suis forcé à sourire, bien que cela semblât tendu et artificiel sur mon visage. Je parie qu'elle l'a fait, chérie, ai-je menti. Et je suis sûr qu'elle va adorer ta carte. La vérité était que je n'étais sûr de rien. Ma femme, Elena, n'était pas avec nous. Elle est médecin urgentiste, et elle avait tiré la courte paille pour le service des fêtes. Quand je lui ai dit que je prévoyais d'emmener Lily et Bruno chez mes parents pour le dîner de Noël, elle m'avait regardé avec ce mélange de pitié et de frustration que j'avais trop souvent vu ces derniers temps. « Joshua » avait-elle dit, ajustant sa blouse tout en sirotant son café du matin. « Es-tu sûr que c'est une bonne idée ?» Après l'appel téléphonique d'il y a 2 semaines. « Tu sais comment ton père devient quand il n'obtient pas ce qu'il veut. »« C'est Noël, Elena » avais-je argumenté, essayant de me convaincre plus qu'elle. « Ils vieillissent. Je ne veux pas être celui qui brise la famille. Je veux être la personne la plus mature. De plus, peut-être que s'ils voient Lily, ils se souviendront de ce qui compte vraiment. » Elena avait soupiré, embrassé ma joue et chuchoté, « Promets-moi juste que tu ne les laisseras pas te marcher dessus cette fois. Tu as une famille qui t'aime, Joshua. Et elle est juste ici dans cette maison, pas à Springfield. » J'aurais dû l'écouter. Dieu, j'aurais dû l'écouter. Nous étions à environ 10 minutes de ma maison d'enfance quand l'anxiété s'est vraiment installée. C'est une chose étrange d'être un homme de 40 ans, un ingénieur logiciel prospère qui dirige une équipe de 20 personnes, et pourtant se sentir comme un petit garçon effrayé au moment où l'on arrive dans un rayon de 5 mètres de la maison de ses parents. Ma relation avec ma famille avait toujours été transactionnelle. C'est le meilleur mot pour cela. J'étais le fils aîné, le responsable. Celui qui avait de bonnes notes, obtenait la bourse, décrochait le travail et restait hors des ennuis. Puis il y avait Caleb. Caleb, mon frère cadet de 4 ans, l'enfant chéri. Si j'obtenais un A, mes parents s'y attendaient. Si Caleb obtenait un C-, ils organisaient une fête parce qu'il n'avait pas échoué. Si j'économisais de l'argent de ma tournée de journaux pour acheter un vélo, on me disait d'être économe. Si Caleb voulait un vélo, mes parents lui achetaient le plus cher du magasin, même si cela signifiait qu'ils étaient en retard sur la facture d'électricité. En grandissant, je pensais que si je travaillais juste plus dur, si j'avais juste plus de succès, il me regarderait enfin comme il le regardait lui. Mais les poteaux de but bougeaient toujours. Et il y a 2 semaines, les poteaux de but n'avaient pas seulement bougé. Ils avaient été arrachés du sol et jetés à ma tête. « Papa !» La voix de Lily m'a ramené. Bruno bave sur ma ceinture de sécurité. « Désolé, Lil. Il est juste nerveux. On est presque arrivé. » J'ai tendu la main vers l'arrière et tapoté le flanc de Bruno. Il m'a léché la main, ses yeux marrons grands ouverts et alertes.
Il était plus qu'un animal de compagnie. Nous l'avions adopté il y a 4 ans dans un refuge. Il n'était pas le chien le plus intelligent. Une fois, il a coincé sa tête dans une boîte en carton et a foncé dans un mur. Mais sa loyauté était féroce. Il faisait partie de notre meute. J'ai tourné sur Oak Street. Les maisons ici étaient plus anciennes, le genre de quartier de banlieue où tout le monde connaît les affaires de tout le monde. J'ai vu des voitures alignées dans la rue. Mon cœur a coulé. On dirait que toute l'équipe est là, ai-je marmonné. Mes parents avaient invité la famille élargie, tantes, oncles, cousins, les vautours, comme je les appelais secrètement. C'étaient des gens qui ne m'appelaient que lorsque leurs ordinateurs tombaient en panne ou lorsqu'ils avaient besoin de conseils sur des investissements qui se révélaient généralement être des demandes voilées d'argent. J'ai garé ma voiture sur le trottoir. Ce n'était pas une voiture tape à accent grave-l'œil, juste un SUV fiable. Je pouvais me permettre mieux. Elena et moi nous débrouillions très bien, mais nous croyions qu'il fallait vivre en dessous de nos moyens. Nous donnions la priorité à nos comptes de retraite, aux fonds universitaires de Lily et aux expériences plutôt qu'à la frime. Mon frère Caleb, d'un autre côté, conduisait une berline de luxe louée qui coûtait plus cher que son salaire annuel. J'ai scanné l'allée. Il était là, un pick-up noir flambant neuf, jantes personnalisées surélevées. J'ai serré le volant plus fort. Caleb m'avait dit il y a 3 mois qu'il ne pouvait pas payer son loyer. Pourtant, il y avait un camion à $60 000 assis dans l'allée. D'accord. J'ai expiré, coupant le contact. Visage de poker. Joshua. Je me suis tourné vers Lily. Écoute, chérie. Grand-mère et grand-père pourraient être un peu stressés aujourd'hui. S'ils disent quelque chose de bizarre, ignore-le simplement. D'accord. Reste avec moi et Bruno. D'accord, papa. Elle a gazouillé, saisissant sa carte faite maison. Je suis sorti et j'ai mis la laisse à Bruno. L'air froid m'a frappé le visage, mordant et vif. Il faisait déjà nuit, les lumières de Noël sur les maisons des voisins scintillaient joyeusement. Mais la maison de mes parents était différente. Oui, il y avait des lumières, mais elles semblaient agressives, trop brillantes, clignotant trop vite. Nous avons remonté l'allée. Le gravier crissait bruyamment sous mes bottes. Je pouvais entendre des rires et de la musique venant de l'intérieur. Ça avait l'air chaleureux. Ça ressemblait au Noël que je voulais pour ma fille. Bruno a grogné bas dans sa gorge. Chut, mon garçon, ai-je chuchoté, tirant sur la laisse. Sois gentil. Mais les poils de Bruno étaient hérissés. Il s'est arrêté à mi-chemin, fixant la porte d'entrée. Il ne voulait pas entrer. Allez, Bruno. Lily l'a cajolé, tirant sur son collier. Grand-mère a de la dinde. J'ai pris une profonde inspiration, ajusté mon manteau et suis monté sur le perron. Je pouvais voir des ombres bouger derrière le verre givré de la porte d'entrée. J'ai reconnu la silhouette de ma mère, ses cheveux coiffés dans ce style rigide et auquel portait pour les fêtes. J'ai sonné à la porte. Les rires à l'intérieur ne se sont pas arrêtés, mais le mouvement près de la porte si. J'ai entendu le verrou cliquer. J'ai mis mon meilleur sourire. Le sourire d'un fils magnifique. Le sourire d'un homme essayant de construire un pont sur une rivière de boue toxique. La porte s'est ouverte. Ce n'était pas un accueil chaleureux. La chaleur de la maison s'est précipitée dehors, sentant la viande rôtie et la cannelle. Mais l'expression sur le visage de ma mère m'a glacé instantanément. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas ouvert la contre-porte. Elle est juste restée là à essuyer ses mains sur un tablier qui disait « Meilleure grand-mère du monde ». Joshua, a-t-elle dit, son ton n'était pas surpris. Il était déçu. Joyeux Noël, maman, ai-je dit, ma voix se brisant légèrement. Nous avons apporté des cadeaux. J'ai levé un sac. Lily s'est avancée, rayonnante, tendant sa carte. Joyeux Noël, grand-mère. Je t'ai dessiné. Maman n'a même pas regardé la carte. Ses yeux sont passés de moi à Lily, puis à Bruno. Sa lèvre s'est retroussée de dégoût. Tu as amené la bête, a-t-elle craché. Il fait partie de la famille, maman. Tu le sais. Et nous pouvons le garder dans la cour si nous mangeons, a-t-elle interrompu, sa voix s'élevant pour que les gens à l'intérieur puissent entendre. Nous avons un dîner de famille.
Je sais, ai-je dit confus. C'est pourquoi nous sommes ici, pour dîner en famille. Elle a ri. C'était un son sec, sans humour. Famille, tu penses que tu peux juste te pointer ici après ce que tu as fait? Après avoir abandonné ton frère? Derrière elle, la conversation dans le salon s'est éteinte. Des têtes ont commencé à apparaître au coin. J'ai vu mon oncle Thomas tenant une bière. J'ai vu mon cousin Ryan. Ils nous regardaient comme si c'était une émission de télé-réalité. Maman, ne faisons pas ça sur le perron, ai-je supplié, jetant un coup d'œil à Lily. Son sourire vacillait. Elle sentait l'hostilité. Entrons simplement, prenons un repas. Et non, a-t-elle dit fort et sec. Elle a fait un pas en avant, poussant la contre-porte juste assez pour pointer un doigt manucuré sur ma poitrine. Tu as fait ton choix, Joshua. Tu as choisi ton argent plutôt que ton sang. J'ai senti le sang quitter mon visage. Maman, s'il te plaît. Lily est juste là. Elle a baissé les yeux vers Lily. Et c'est le moment qui me hante. C'est le moment où j'ai réalisé que la femme debout devant moi n'était pas juste une mère imparfaite. C'était un monstre. Elle a regardé ma magnifique fille de 9 ans dont les yeux se remplissaient de larmes, et son expression ne s'est pas adoucie. Elle s'est durcie. Le temps a semblé ralentir. Je me tenais là sur le perron, la couronne festive sur la porte se moquant de moi avec son joyeux nœud rouge. Le vent froid mordait mes oreilles, mais je le sentais à peine. Tout ce que je pouvais sentir était le poids intense et suffocant de l'histoire s'abattre sur moi. Ce n'était pas seulement à propos de ce soir. Ça ne l'est jamais. Pendant que ma mère nous fixait avec ce regard froid et mort. Mon esprit a flashé en arrière exactement 2 semaines plus tôt. L'appel téléphonique. J'étais dans mon bureau à domicile en train de revoir le code pour le lancement d'un projet majeur. Mon téléphone a sonné. Maman. J'avais répondu à la 2e sonnerie. Et, maman. Tout va bien? Ton frère a besoin d'aide, avait-elle dit, sautant le bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-il blessé? La panique avait monté en flèche dans ma poitrine. Son entreprise, l'investissement. Ça n'a pas marché. La banque menace de prendre sa maison. Joshua, il a 30 jours. J'avais soupiré, frottant mes tempes. Les affaires de Caleb étaient une série de combines pour devenir riche rapidement qui impliquaient généralement du marketing multiniveau ou la rénovation de maisons qu'il ne savait pas réparer. De combien a-t-il besoin, maman, ai-je demandé, m'attendant à la réponse habituelle. 2000, 5000. 500 000, a-t-elle dit. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Quoi? Un demi-million? Maman, es-tu folle? Ne me parle pas comme ça. Elle a claqué. Il a fait des erreurs. Il a emprunté à des prêteurs privés. Les intérêts, ça s'est accumulé. Mais tu les as. Nous savons que tu les as. Je n'ai pas un demi-million de dollars en liquide qui traîne. Maman. Elena les a-t-elle répliqué. Sa voix est tombée à un murmure conspirateur. Nous avons entendu parler de son héritage. Sa grand-mère est décédée le mois dernier. Tout le monde sait que la vieille dame était blindée. Je suis devenu froid. La grand-mère d'Elena était décédée. Oui, c'était une tragédie. Elle avait laissé à Elena une somme importante, plus proche de 10 millions, immobilisée dans des fiducies et des actifs. C'était de l'argent destiné à notre avenir, à Lily, à la vie que la grand-mère d'Elena voulait pour elle. Ce n'était pas une caisse noire pour les dettes de jeu ou les entreprises ratées de mon frère. C'est l'argent d'Elena, ai-je dit, ma voix ferme. Pas le mien, et certainement pas celui de Caleb. Vous êtes mariés, a crié ma mère. Ce qui est à elle est à toi. Comment peux-tu être si égoïste? Ton frère va perdre son toit. Il a un enfant. Il a un camion qui vaut plus que ma voiture. J'ai riposté. Il part en vacances à Cabo pendant que je travaille 60 heures par semaine. Non, maman. La réponse est non. Si tu ne l'aides pas, avait-elle menacé, sa voix se transformant en glace. Tu es mort pour moi. J'avais raccroché. Je pensais qu'elle bluffait. Je pensais qu'elle était juste émotive. Debout sur le perron maintenant, regardant son visage, j'ai réalisé qu'elle ne bluffait pas.
Grand-mère, la voix de Lily tremblait, me sortant du souvenir. Elle a tendu la carte à nouveau, sa main tremblant. J'ai fait ça pour toi. Ma mère a regardé la carte comme si c'était une maladie contagieuse. Sortez, a-t-elle dit. Les mots ont flotté dans l'air. Simple, brutal. Quoi, ai-je chuchoté. Sortez, a-t-elle crié. Vous n'êtes pas les bienvenus, toi et ton père, ici. Lily a tressailli comme si elle avait été giflée. Elle a laissé tomber la carte. Elle a volté jusqu'au sol du perron, atterrissant face contre terre sur le paillasson qui disait « Foyer, doux foyer ». Grand-mère, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Lily a sangloté, des larmes coulant sur ses joues. Pourquoi tu me renvoies? Tout être humain décent aurait craqué à ce moment-là. N'importe quelle grand-mère avec une once d'âme serait tombée à genoux et aurait serré cet enfant dans ses bras. Mais Margaret, je ne pouvais même plus l'appeler maman dans ma tête, a juste ricané. Ne m'appelle pas grand-mère. Mon fils est mort le jour où il a refusé d'aider son petit frère, et sa progéniture n'est pas de ma famille. Quelque chose en moi a craqué. Un câble qui retenait 40 ans de ressentiment s'est juste cisaillé en deux. Ne m'appelle pas maman, a-t-elle continué, sa voix montant en un hurlement. Tu es un étranger avide et égoïste. Comment oses-tu, ai-je grogné. Ma voix était basse, tremblant d'une rage que je ne me connaissais pas. Dis ce que tu veux sur moi. Mais tu ne parles pas à ma fille de cette façon. Je parle comme je veux dans ma maison, a-t-elle crié en retour. Soudain, la porte a été grande ouverte. Mon père, Robert, est sorti. C'était un grand homme, aux épaules larges avec un visage qui était en permanence rouge à cause de l'hypertension et du whisky. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé le public qui se rassemblait derrière lui dans le couloir. C'est quoi ce vacarme, a-t-il beuglé, bien qu'il sût exactement ce que c'était. Il essaie de forcer le passage. Robert, a menti ma mère, pointant un doigt tremblant vers moi. Il a amené ce chien bestial pour nous menacer. Bruno ne menaçait personne. Il était pressé contre ma jambe, gémissant, sentant l'agression. Il était un protecteur, oui, mais il était confus. Papa, ai-je dit, essayant une dernière fois de faire appel à la raison. Nous venons de conduire 2 heures. C'est Noël. Pouvons-nous s'il vous plaît juste. Tu as du culot, a interrompu mon père, sortant sur le perron. Il me dominait, de montrer ton visage ici. La foule de parents s'est déversée dehors maintenant, environ 10 d'entre eux. Oncle Thomas, tante Martha, cousin Ryan, même la femme de mon frère, Sarah. Ils formaient un demi-cercle derrière mes parents, bras croisés, visage sombre. On aurait dit un tribunal. Regardez-le, a annoncé mon père au groupe, faisant un geste vers moi comme si j'étais une attraction de cirque. Le traître. L'homme qui est assis sur un tas d'or pendant que sa propre chair et son propre sang font face à la ruine. Papa, arrête, ai-je dit, mes mains se serrant en poing. Tu ne connais pas toute l'histoire. J'en sais assez. Il a rugi. Je sais que ta femme a eu 10 millions de dollars. 10 millions. Et tu n'épargnerais pas 500 000 dollars pour sauver la maison de ton frère. Pour sauver l'héritage familial. Héritage? J'ai ri. Un son amer et aigu. Quel héritage, papa? L'héritage de permettre à Caleb de faire n'importe quoi. L'héritage de prendre de moi pour donner à lui. J'ai vu un mouvement à l'arrière du groupe. C'était Caleb, l'enfant chéri. Il s'effrayait un chemin à travers les parents. Il portait un pull en cachemire et tenait un verre de scotch coûteux. Il n'avait pas l'air ruiné. Il avait l'air à l'aise. Il avait l'air suffisant. Il s'est tenu à côté de papa, s'appuyant contre le cadre de la porte. Il m'a regardé de haut en bas, souriant, ce sourire narquois qui me donnait envie de frapper un mur quand nous étions adolescents. Et, Josh, a dit Caleb, sa voix dégoulinant de fausse pitié. Dure soirée. Toi. Je l'ai pointé du doigt. Tu as fait ça. Tu leur as menti. Je n'ai menti sur rien. Caleb a haussé les épaules. Je leur ai juste dit que tu t'en fichais. Que tu étais trop occupé à compter l'argent de ta femme pour aider la famille. Ce n'est pas mon argent, Caleb. Et ce n'est certainement pas le tien. C'est l'argent de la famille.
Mon père a crié. Quand tu te maries, tu ne fais qu'un. C'est bien son nos bien. C'est comme ça qu'une famille fonctionne. J'ai regardé autour de moi les visages de mes proches. Les vautours, oncle Thomas secouait la tête vers moi, prenant une gorgée de sa bière. C'est froid, Joshua, a marmonné Thomas. Tournez le dos à ton frère. Je pensais qu'on t'avait mieux élevé. Ouais, a renchéri cousin Ryan. Vraiment égoïste, mec. Les gens ici luttent et toi tu amasses des millions. Je me sentais comme dans la 4e dimension. Ces gens pour qui j'avais aidé à réparer des voitures, à qui j'avais prêté de l'argent pour des urgences qui n'avaient jamais été remboursées, me jugeaient. J'ai baissé les yeux vers Lily. Elle tremblait, enfouissant son visage dans mon manteau. Papa, je veux rentrer à la maison, a-t-elle chuchoté. S'il te plaît, on y va, bébé, ai-je dit, caressant ses cheveux. On y va tout de suite. Je me suis tourné pour partir. J'avais fini. J'allais m'éloigner et ne jamais regarder en arrière. Mais alors mon père a ouvert la bouche à nouveau et il a fait la plus grande erreur de sa vie. Jacques, arrête. La voix de papa a retenti comme le tonnerre à travers la pelouse avant. Je me suis figé. Chaque instinct dans mon corps me disait de continuer à marcher, de mettre Lily dans la voiture et de foncer jusqu'à ce que Springfield soit un point dans mon rétroviseur. Mais le conditionnement d'une vie est difficile à briser. Quand ton père te commande d'arrêter, tu arrêtes. Je me suis retourné lentement. Ma main serrait la laisse si fort que mes articulations me faisaient mal. Bruno se tenait maintenant rigidement, son corps tendu, un grondement sourd vibrant dans sa poitrine que je pouvais sentir à travers la sangle en cuir. Quoi, ai-je demandé. Tu nous as dit de sortir. On sort. Papa est descendu du perron, entrant dans mon espace personnel. La lumière du perron projetait de longues ombres déformées sur son visage. La foule de parents s'est avancée vers le bord des marches, avide du spectacle. Ils étaient comme des spectateurs à un match de gladiateurs, attendant le sang. Tu penses que tu peux juste partir? Papa a ricané. Après la honte que tu as apportée à cette famille, la honte. Je me suis approché de lui, réduisant l'écart. La seule honte ici est la façon dont vous traitez votre petite fille. N'utilise pas elle comme bouclier. Papa a craché, jetant un coup d'œil à Lily avec dédain. C'est à propos de toi. Toi et ton avidité. Tu es un traître, Joshua. Un traître à ton sang. Pourquoi? Parce que je ne financerai pas le style de vie de Caleb? J'ai fait un geste vers le camion brillant dans l'allée. Regarde ce camion, papa. Regarde-le. Il conduit un camion à 60 000 $ tout en mendiant de l'argent. Est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui est sur le point d'être sans abri? Papa n'a même pas regardé le camion. Il était aveugle à tout ce que Caleb faisait. Il a besoin de ce camion pour le travail. L'apparence compte dans les affaires. Il n'a pas d'entreprise, ai-je crié. Il a une pyramide de Ponzi et un problème de jeu. Ferme ta gueule, a crié Caleb depuis le perron, son calme glissant pendant une seconde. Tu ne sais rien de mes affaires. Je sais que tu m'as demandé 8 000 $ pour ton mariage en 2016 et que tu ne les as jamais remboursés. J'ai crié en retour, croisant son regard. La foule est devenue silencieuse. Je sais que tu as emprunté 3 000 $ quand ton fils est né parce que tu avais oublié ton portefeuille à l'hôpital. J'ai continué, ma voix gagnant en force. Je sais que tu as pris 15 000 de Helena pendant la pandémie pour les frais de subsistance pendant que tu postais des photos de nouveaux clubs de golf sur Instagram. Le visage de Caleb a pris une teinte pâle qui correspondait à la balustrade du perron. Tu mens. Je n'ai jamais emprunté autant. J'ai les reçus, Caleb. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et je l'ai tenu comme une arme. J'ai les textos. J'ai les virements bancaires. J'ai les emails où tu as promis de me rembourser dès que la grosse affaire serait conclue. Ça fait 7 ans, Caleb. Où est l'affaire? Il invente tout. Sarah, la femme de Caleb, a hurlé. Elle s'est frayé un chemin vers l'avant. Son visage tordu par une colère laide. Nous n'avons jamais emprunté d'argent à toi. Tu es juste jaloux parce que Caleb est le favori. Jaloux? J'ai ri, mais cela ressemblait plus à un aboiement. Jaloux de quoi? D'être un parasite. Surveille ta bouche.
Papa m'a poussé. Ce n'était pas une poussée forte, mais c'était suffisant pour me faire trébucher d'un pas en arrière. Bruno a rugi. Ce n'était plus un grognement. C'était un aboiement protecteur à gorge déployée qui a secoué l'air. Il s'était lancé au bout de la laisse, claquant ses mâchoires à quelques centimètres de la jambe de mon père. Contrôle cet animal. Maman a hurlé depuis la porte. Appelez la police. Il nous attaque. Il me protège, ai-je crié, tirant Bruno en arrière et le tenant par le collier. Ce qui est plus que ce que vous avez jamais fait. J'ai regardé les parents. Oncle Thomas regardait ses chaussures. Tante Martha chuchotait à cousin Ryan. Vous restez tous là et vous me jugez, ai-je dit, s'adressant à la foule. Oncle Thomas, tu te souviens quand ton toit fuyait l'hiver dernier? Qui a payé l'entrepreneur? Était-ce Caleb? Thomas n'a pas répondu. Il a pris une longue gorgée de sa bière. Cousin Ryan, j'ai pivoté vers lui. Qui a co-signé ton prêt auto quand ton crédit était foutu? Était-ce l'enfant chéri debout là avec le scotch? Ryan a détourné le regard, marmonnant quelque chose dans sa barbe. Vous êtes tous une bande d'hypocrites, ai-je dit, sentant un étrange sentiment de pouvoir monter. Vous m'appelez famille quand vous avez besoin d'un chèque. Mais au moment où je dis non pour ne pas être volé, je suis le traître. Ce n'est pas du vol, a crié papa, essayant de reprendre le contrôle du récit. C'est de la redistribution. Tu as trop. Ta femme a des millions. Pourquoi es-tu si radin? 500 000, ce n'est rien pour toi. C'est tout quand c'est jeté dans un trou noir. J'ai contré. Et soyons clairs, ce n'est pas mon argent. C'est l'héritage d'Elena. Et même si c'était le mien, je ne vous le donnerai pas. Pas après aujourd'hui. Alors tu n'es pas mon fils, a dit papa, sa voix tombant à un murmure menaçant. Si tu pars maintenant, ne reviens jamais. Tu es coupé des vivres. Pas d'héritage pour toi. J'ai failli rire. Héritage? Papa, vous avez refinancé cette maison 3 fois. Vous n'avez rien à hériter. C'est moi qui vous envoie de l'argent pour vos ordonnances chaque mois. Ça a touché un nerf. Le visage de papa est devenu violet. Espèce de morveux ingrat. Juste à ce moment-là, une petite voix s'est élevée du fond de la foule. C'était tante Clara, la jeune sœur de ma mère. C'était la calme, celle qui s'asseyait toujours dans un coin lors des fêtes. Il a raison, Robert, a dit Clara, sa voix tremblante mais audible. Tout le monde s'est tourné pour la regarder. Ma mère avait l'air d'être sur le point d'exploser. Tais-toi, Clara. Non. Clara s'est avancée, se tordant les mains. Joshua a payé mon opération de la cataracte l'année dernière. Il ne l'a dit à personne. Il l'a juste fait. Et je sais pertinemment qu'il a remboursé la dette de carte de crédit de Caleb il y a 3 ans parce que Sarah me l'a dit. Menteuse, a crié Sarah, se jetant vers Clara. Je n'ai jamais dit ça. Tu l'as dit, a insisté Clara, des larmes se formant dans ses yeux. Tu t'es vanté de la facilité avec laquelle tu lui soutirais de l'argent. Assez. Maman a crié. Rentre à l'intérieur, Clara. Tu es sénile. Elle a tourné son regard vers moi. La haine dans ses yeux était absolue. Elle savait qu'il perdait l'argument. Les faits étaient sortis. Les vautours commençaient à avoir l'air mal à l'aise. Le récit de moi étant le méchant s'effondrait. Alors, elle a fait la seule chose qu'elle savait faire. Elle a visé la cible la plus faible. Elle a regardé Lily, qui s'accrochait à ma jambe, terrifiée par les cris. Regarde là. Maman a ricané, pointant ma fille, pleurant comme un bébé. Faible, tout comme son père, élevant une morveuse gâtée qui pense que le monde lui doit tout. Elle a 9 ans, ai-je crié. Elle est inutile, a dit maman. Peu importe. Prends-la et pars. Tu n'es pas ma seule petite fille de toute façon. La femme de Caleb est enceinte d'un garçon, un vrai héritier. Nous n'avons pas besoin de toi ou de ta fille. Le monde s'est arrêté. J'ai entendu le vent bruisser les feuilles mortes dans le chêne. J'ai entendu les sirènes lointaines de la ville. J'ai entendu mon propre cœur marteler contre mes côtes comme un oiseau piégé. Un garçon, il me remplaçait. Il remplaçait Lily. Lily m'a regardé, ses yeux écarquillés.
Papa, grand-mère ne m'aime pas. Cette question m'a brisé. Elle a brisé le dernier morceau de retenue que j'avais. Mais avant que je puisse faire quoi que ce soit, avant que je puisse crier, avant que je puisse monter ces escaliers et faire quelque chose que je regretterais, Bruno a décidé qu'il en avait assez entendu. La laisse a brûlé ma paume alors qu'elle s'arrachait. Je n'ai pas lâché exprès, mais quand 110 livres de muscles décident de bouger avec une force explosive, la physique prend le dessus. Une seconde, je tenais la sangle en cuir. La suivante, ma main était vide et un missile noir et feu se lançait vers le perron. Bruno, non. J'ai crié, me jetant en avant, mais c'était trop tard. Les parents se sont dispersés comme des quilles de bowling. Oncle Thomas a laissé tomber sa bière, le verre se brisant sur le béton. Cousin Ryan a littéralement sauté par-dessus la balustrade du perron dans les buissons. Sarah a hurlé et s'est cachée derrière Caleb, qui avait l'air d'être sur le point de s'évanouir. Bruno ne les a pas attaqués. Il n'a pas mordu. Il a ignoré mon père, qui se recroquevillait contre le mur avec les mains levées. Il a ignoré ma mère, qui était figée de terreur. Bruno avait une cible, mais ce n'était pas une personne. Il a foncé à travers la porte d'entrée ouverte, ses griffes cherchant de l'adhérence sur le parquet ciré de l'entrée. La nourriture, a crié ma mère, sa paralysie se brisant. Arrêtez-le. Il va vers la salle à manger. J'ai couru dans les escaliers, bousculant mon père stupéfait. Bruno, viens ici. J'ai fait irruption dans la maison. L'air chaud et l'odeur de nourriture m'ont frappé instantanément. La scène devant moi ressemblait à quelque chose sorti d'un film catastrophe au ralenti. La salle à manger était magnifique. Ma mère s'était surpassée. La longue table en acajou était dressée pour 20 personnes. Les verres à vin en cristal scintillaient sous le lustre. L'argenterie brillait, et au centre, assis sur un énorme plateau en argent, se trouvait la pièce de résistance. Une dinde rôtie dorée de 20 livres, luisant de jus. Bruno n'a pas hésité. Il a bondi. C'était majestueux d'une manière horrible. Il a franchi le dossier d'une chaise et a atterri carrément au milieu de la table. Crash! La table a tremblé. Les assiettes ont sauté. Les verres à vin se sont renversés, envoyant des rivières de merlot rouge cascader sur la nappe en dentelle blanche immaculée. Bruno a enfoui son visage dans la dinde. Non, ma mère se tenait dans l'encadrement de la porte, serrant sa poitrine. Ma dinde, mon centre de table. Bruno a arraché un énorme morceau de viande de la volaille, secouant la tête d'un côté à l'autre comme s'il abattait une gazelle dans le serengeti. Saucière disparue. Il l'a renversée avec sa patte arrière, envoyant de la boue brune chaude éclabousser les chaises rembourrées coûteuses. Faites-le descendre. Faites-le descendre, a crié Caleb derrière moi, mais il n'a pas osé entrer dans la pièce. J'essaie, ai-je crié, bien qu'une petite partie sombre de mon âme applaudissait. J'ai attrapé le collier de Bruno. Il grognait un son profond et possessif en mâchant. Il était en extase. C'était le meilleur dîner de Noël qu'il ait jamais eu. Lâche ça, Bruno. Lâche ça, ai-je commandé, tirant de tout mon poids. Il m'a ignoré. Il a pris une autre bouchée, cette fois, saisissant la farce qui débordait de l'oiseau. Il s'est avancé, sa patte atterrissant carrément dans un bol de purée de pommes de terre. Skish. De la mousse blanche a explosé partout. Oh mon Dieu. Sarah a gémi. Tout est ruiné. Les photos Instagram. C'est ce qui t'importe. J'ai crié par-dessus mon épaule, luttant avec le chien. Les photos? Bruno s'est secoué, envoyant des gouttelettes de sauce et de vin voler comme des confettis. Une boule de sauce au canneberge a atterri sur le front de mon père alors qu'il jetait un coup d'œil dans la pièce. Tu vas payer pour ça, a rugi papa, essuyant la substance rouge de son visage. Tu vas payer jusqu'au dernier centime. Ce cristal est du Waterford. Cette porcelaine est une antiquité. Ajoute-le à la facture, ai-je crié, réussissant enfin à éloigner la tête de Bruno de la carcasse de la dinde. Mets-le sur l'ardoise de Caleb. Bruno n'avait pas fini. Il était frénétique, essayant de manger le plus possible avant que le plaisir ne se termine. Il a donné un coup de patte à un plateau de petits pains, les envoyant voler comme des balles de baseball. L'un a frappé tante Martha à l'épaule alors qu'elle essayait d'entrer dans la pièce. Le bruit était assourdissant. Les aboiements, les cris,
le bris de verre. Et puis soudain Bruno s'est arrêté. Il s'est tenu immobile sur la table juste à la tête où ma mère s'asseyait toujours. Le siège de la reine, la place d'honneur. Il a regardé autour de la pièce, haletant. Il m'a regardé. Il a regardé ma mère, qui pleurait ouvertement maintenant, fixant son festin détruit. Il s'arrête, a dit Caleb, s'avançant prudemment. Attrape-le maintenant. Attends, ai-je dit. Je connaissais ce regard. Je connaissais cette posture. Bruno a arqué son dos. Il s'est accroupi légèrement. Non, a chuchoté ma mère. Non, non, non. Bruno, n'ose pas, ai-je averti, tendant la main vers lui. Mais la nature appelle quand elle appelle. Et peut-être, juste peut-être, les chiens comprennent plus la justice poétique que nous ne leur en donnons crédit. Juste là sur le plat de service préféré de ma mère. Celui avec le bord doré qui était dans la famille depuis 3 générations. Celui qu'elle prétendait être trop bon pour que Lily le touche. Bruno s'est lâché. Ce n'était pas juste un petit accident. C'était un tas fumant massif de vengeance. Le silence qui a suivi était absolu. On aurait pu entendre une mouche voler, ou dans ce cas, un très gros dépôt biologique atterrissant sur de la porcelaine fine. Bruno a fini. Il a donné un petit coup de patte arrière, griffant la surface de la table comme pour couvrir ses traces. Puis il a sauté de la table, a trotté vers moi, s'est assis et a levé les yeux avec un visage recouvert de sauce. Ouf! Monstre, a chuchoté ma mère, son visage pâle comme un fantôme. Elle avait l'air d'être sur le point de s'évanouir. Oh mon Dieu! Sarah a eu un haut le cœur, se couvrant le nez. L'odeur! Appelez la police, a crié papa, ses veines saillant dans son cou. Je veux qu'il soit arrêté. Je veux que ce chien soit piqué. Je veux mon fils en prison. Je les appelle. Caleb a sorti son téléphone, ses mains tremblant. C'est de la destruction de propriété. C'est une agression. Je me tenais là, tenant le collier de Bruno. Mon manteau était éclaboussé de vin. Mes bottes étaient collantes de purée de pommes de terre. La pièce sentait la dinde rôtie, le parfum coûteux et le caca de chien frais, et j'ai commencé à rire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Ça a commencé comme un gloussement profond dans ma poitrine et a bouillonné en un rire à gorge déployée. Tu trouves ça drôle, a hurlé maman, me regardant avec une haine pure. Ouais, ai-je haleté, essuyant une larme de mon œil. Ouais, maman. C'est un peu le cas. Tu voulais nous traiter comme de la merde? Eh bien, maintenant tu as de la merde dans ton assiette. Bon appétit. Tu es fou, a dit Caleb, composant le 911. Allô? Oui, j'ai besoin de la police au 42 Oak Street immédiatement. Mon frère, son chien, c'est une prise d'otage. Il est fou. Prise d'otage? Je l'ai regardé incrédule. Vraiment, Caleb? Tu ne pars pas. Papa se tenait dans l'encadrement de la porte, bloquant la sortie. Il a saisi un lourd chandelier en laiton sur le buffet. Tu restes ici jusqu'à ce que les flics arrivent. Tu vas payer pour ça. Je ne vais nulle part, ai-je dit, mon rire s'estompant dans un calme froid. J'attendrai la police parce que j'ai quelque chose à leur dire aussi. J'ai baissé les yeux vers Lily, qui se tenait dans le couloir, jetant un coup d'œil. Ses yeux étaient écarquillés, mais elle ne pleurait plus. Elle regardait la table. Puis elle m'a regardé et un petit sourire malicieux a tiré le coin de sa bouche. Bon chien, Bruno, a-t-elle chuchoté. Les 20 minutes d'attente pour la police ont été les plus longues de ma vie. Les vautours s'étaient retirés dans le salon, chuchotant furieusement. Ma mère était assise sur une chaise de cuisine, fixant le mur d'un air vide, refusant de regarder la salle à manger. Mon père faisait les 100 pas, gardant la porte d'entrée comme un directeur de prison, marmonnant à propos de procès et de dommages. Caleb et Sarah étaient dans le coin, se disputant à voix basse. On ne peut pas les laisser regarder les dossiers financiers. J'ai entendu Sarah siffler. Tais-toi, a rétorqué Caleb. Concentre-toi juste sur le chien. Je me tenais dans le couloir avec Lily et Bruno. J'avais utilisé des serviettes pour essuyer la sauce du visage de Bruno. Il faisait actuellement la sieste sur le tapis, complètement indifférent au chaos qu'il avait causé. Enfin, des lumières bleues clignotantes ont inondé les murs du salon.
Ils sont là, a annoncé papa triomphalement. Il a ouvert la porte avant même que l'officier ne puisse frapper. Officier, arrêtez-le. Arrêtez cet homme et sa bête vicieuse. Deux officiers sont entrés. L'un était une jeune recrue qui avait l'air dépassée. L'autre était un homme plus âgé, aux cheveux gris, avec un badge qui disait « Sergent Miller ». Je l'ai reconnu. Il avait été l'entraîneur de mon équipe de Ligue Junior il y a 30 ans. « Robert, calmez-vous », a dit le sergent Miller, entrant dans le hall. Personne ne va être arrêté tant que je n'aurai pas compris ce qui se passe. Nous avons reçu un appel concernant une prise d'otage. Il nous a terrorisés, a crié maman, reprenant vie. Elle a pointé un doigt tremblant vers moi. Il a lancé cet animal sur nous. Il a tout détruit. Des dizaines de milliers de dollars de dégâts. Miller m'a regardé, puis a baissé les yeux vers Bruno, qui tapait de la queue sur le sol. C'est ça l'animal, a demandé Miller. Oui, c'est un tueur, a renchéri Sarah. Et, coach Miller, ai-je dit en levant les mains. Ça fait longtemps. Miller a plissé les yeux vers moi. Joshua. Joshua Evans. C'est moi. C'est un criminel, a interrompu papa. Regardez la salle à manger. Regardez juste. Miller a soupiré et est entré dans la salle à manger. La recrue a suivi. J'ai entendu une inspiration brusque, suivie d'une toux qui ressemblait étrangement à un rire réprimé. Miller est ressorti un instant plus tard. Son visage était stoïque, mais ses yeux dansaient. Eh bien, a dit Miller, s'éclaircissant la gorge. C'est un sacré bazar. Et le chien a définitivement laissé sa marque sur l'assiette. Je veux porter plainte, a exigé papa. Destruction de propriété, détresse émotionnelle, agression avec une arme mortelle. Techniquement, a traîné Miller, sortant un carnet. C'est une affaire civile concernant des dommages matériels. À moins que le chien n'ait réellement mordu quelqu'un. Il a essayé, a menti Caleb. Il s'est jeté sur moi. A-t-il établi le contact, a demandé Miller. Non, mais... Alors ce n'est pas un cas de morsure. Miller l'a coupé. Il s'est tourné vers moi. Joshua, pourquoi ton chien mange-t-il la dinde de Noël? Parce qu'ils nous ont mis à la porte. Officier, ai-je dit clairement. Ma mère a dit à ma fille de 9 ans de sortir et qu'elle n'était pas la bienvenue. Quand nous avons essayé de partir, mon père nous a bloqués et a commencé à crier. Le chien a eu peur et a couru à l'intérieur. Menteur, a crié maman. Nous n'avons jamais. J'ai tout en vidéo, a dit une voix. Tout le monde s'est retourné. C'était Madame Higgins, la voisine d'à côté. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte ouverte, serrant son téléphone dans un peignoir rose duveteux. J'ai entendu les cris, a dit Madame Higgins, ajustant ses lunettes. Je suis sorti pour vérifier. J'ai tout enregistré depuis mon Porsche. Margaret, je t'ai entendu dire à cette petite fille qu'elle n'était pas ta seule petite fille. Honte à toi. Le visage de ma mère est passé de pâle à rouge betterave. Ne te mêle pas de ça, Gladys, a crié papa. Et, a continué Madame Higgins, tendant le téléphone à l'officier Miller. J'ai entendu la partie où Robert a admis avoir exigé de l'argent de Joshua. Miller a pris le téléphone. Il a regardé la vidéo pendant quelques secondes. Il a levé les yeux vers mes parents. Le regard de déception sur son visage était pire que toute colère. Robert, Margaret, a dit Miller doucement. C'est Noël. Vous vous battez pour de l'argent. C'est l'argent de la famille, a insisté papa. Mais sa voix manquait de sa puissance habituelle. Il nous doit. Nous perdons la maison à cause de lui. Attendez, ai-je dit en m'avançant. Qu'est-ce que tu as dit? Papa s'est figé. Il a réalisé qu'il en avait trop dit. Qu'est-ce que tu veux dire par vous perdez la maison, ai-je demandé, regardant de papa à Caleb. Je pensais que c'était la maison de Caleb qui était en danger. Silence. Caleb a regardé le sol. Sarah a commencé à se mordre la lèvre. Robert, a sifflé maman. Tais-toi. Non, ai-je dit, les pièces s'emboîtant enfin dans mon cerveau. Le désespoir, l'agression, la pure panique pour les 500 000 $. Ce n'est pas la maison de Caleb, n'est-ce pas?
C'est cette maison. Nous avons co-signé, a lâché Sarah. Elle ne pouvait plus se retenir. Ils ont co-signé pour le prêt commercial de Caleb, et il a mis cette maison en garantie. Sarah, a rugi Caleb. Je m'en fiche, a crié Sarah en retour, des larmes coulant sur son visage. C'est fini, Caleb. Ils doivent savoir. Si nous ne payons pas la banque avant le 15 janvier, ils prennent tout. Cette maison, notre maison, les voitures, tout. J'ai fixé mes parents. Ils se tenaient là, dépouillés de leur fierté, dépouillés de leurs mensonges. Vous avez parié votre maison, ai-je chuchoté. Votre maison payée sur l'une des combines de Caleb? C'était sûr, a marmonné papa, l'air vaincu. Le minage de crypto. Il a dit que c'était sûr. Minage de crypto? J'ai regardé Caleb. Tu as parié leur maison sur la crypto? Ça s'est effondré. Caleb s'est défendu faiblement. Ce n'était pas ma faute. Et vous vouliez que je répare ça, ai-je dit, ma voix froide. Vous vouliez que je prenne l'héritage d'Elena, l'argent pour lequel sa grand-mère a travaillé 50 ans, et que je le jette dans le puits de ta stupidité. Nous sommes une famille, a sangloté maman. Tu dois nous aider. Tu ne peux pas nous laisser être sans abri. Je les ai regardés. Vraiment regardés. J'ai vu la peur dans leurs yeux. Oui, mais j'ai aussi vu le sentiment d'avoir tous les droits. Même maintenant, après tout, ils ne demandaient pas pardon. Ils exigeaient un renflouement. Ils ne se souciaient pas de moi. Ils ne se souciaient pas de Lily. Ils ne se souciaient que du chéquier. J'ai regardé la salle à manger où l'œuvre d'art de Bruno fumait encore sur l'assiette. C'était une métaphore parfaite pour cette famille. Un extérieur sophistiqué cachant un tas de merde. Non, ai-je dit. Quoi, a chuchoté maman. Non, ai-je répété plus fort. Je ne vous aiderai pas. Je ne vous donnerai pas un sou. Tu ne peux pas faire ça. Papa s'est avancé, levant un poing. L'officier Miller s'est interposé entre nous, sa main reposant sur son tasé. Robert, reculez. Joshua, s'il vous plaît. Joshua, s'il te plaît, a supplié Caleb, saisissant mon bras. J'irai en prison. Il y avait de la fraude impliquée. J'ai truqué les chiffres sur la demande. Si la banque saisit, ils enquêteront. Ils découvriront. J'ai retiré mon bras comme s'il me brûlait. Alors tu ferais mieux de commencer à chercher un bon avocat, ai-je dit. Parce que je ne paierai pas pour ça non plus. Je me suis tourné vers l'officier Miller. Officier, donnez-moi l'amende, ai-je dit calmement. Je paierai pour les dommages causés par mon chien. Je paierai pour la dinde, les assiettes, le nettoyage du tapis, peu importe ce que ça coûte. Joshua, a commencé Miller. Écrivez-la juste, ai-je insisté. Je veux que tout soit documenté. Je veux une trace écrite qui dit que j'ai payé ma dette envers cette famille pour que, quand je franchirai cette porte, je ne leur doive absolument rien. Miller a hoché la tête lentement. Il a sorti son carnet de contraventions. Ça va être salé, a-t-il averti. Infraction civile, destruction de propriété, probablement quelques milliers. Ça vaut chaque centime, ai-je dit. J'ai regardé mes parents une dernière fois. Ils semblaient petits, rétrécis. Le pouvoir qu'ils avaient détenu sur moi pendant 40 ans. La culpabilité, l'obligation, la peur s'étaient évaporées. Vous avez 30 jours. J'ai dit à Caleb, je te suggère de vendre ce camion et le bateau et peut-être commencer à vendre ton plasma parce que la banque de Joshua est fermée définitivement. Je me suis agenouillé et j'ai serré Lily dans mes bras. Elle m'a serré en retour, enfouissant son visage dans mon cou. Allez, gamine, ai-je dit. Rentrons à la maison. Maman a commandé chinois. Et de la pizza, a demandé Lily pleine d'espoir. Et de la pizza, ai-je promis. En me levant, j'ai regardé directement la caméra. Le téléphone de Madame Higgins. Et dans mon esprit, les yeux de tous ceux qui regardent cette histoire. C'est le moment qui a tout changé. Le moment où j'ai enfin repris le contrôle de ma vie. Je me tenais là dans les ruines du dîner de Noël tenant une amende de $3 400 et je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des décennies. Merci d'avoir été patient et d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes incroyable.
S'il vous plaît, appuyez sur ce bouton j'aime et commentez le numéro ainsi dessous pour que je sache que vous êtes toujours là avec moi. Cela aide plus de gens à trouver l'histoire, mais plus important encore, cela me dit que je ne suis pas seul, que se défendre compte. Votre soutien est le carburant qui me fait avancer. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé quand la poussière est enfin retombée. Le trajet de retour était silencieux, mais ce n'était pas le silence tendu du trajet aller. C'était le silence paisible d'un champ de bataille après que les armes se soient tues. J'avais l'amende glissée dans ma poche, $3400. C'était le décompte officiel auquel l'officier Miller était arrivé, en tenant compte de la porcelaine antique, qui s'est avérée être des répliques, au fait, mais je n'ai pas discuté, et des frais de nettoyage. Je l'ai payé sur place. J'ai fait un chèque, l'ai remis à mon père et j'ai regardé ses mains trembler en le prenant. Il n'a pas dit merci. Il n'a pas dit au revoir. Il a juste fixé le chèque, calculant probablement combien de jours d'intérêt cela couvrirait sur la dette massive dans laquelle il se noyait. Alors que nous sortions de l'allée, je les ai vus debout à la fenêtre. Ma mère, mon père, Caleb et Sarah, portraits de la misère. Ils ressemblaient à des fantômes hantant une maison qui ne leur appartenait plus. « Papa » a demandé Lily depuis le siège arrière. Elle partageait un sac de bœuf séché avec Bruno. « Ouais, chérie. Est-ce que Bruno est un mauvais garçon ?» J'ai regardé dans le rétroviseur. Bruno mâchait joyeusement, complètement inconscient du drame juridique auquel il venait de participer. « Non, chérie, ai-je dit, un sourire sincère s'étalant sur mon visage. Bruno est un très bon garçon. Il a juste une façon unique d'exprimer son opinion. Je pense qu'il n'aimait pas grand-mère, a dit Lily d'un ton neutre. Je pense que tu as raison. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Elena. Elle a répondu à la première sonnerie. Joshua, je me suis fait un sang d'encre. Tu es parti depuis des heures. Comment ça s'est passé? J'ai pris une profonde inspiration. Eh bien, disons juste qu'on n'y retournera pas pour Pâques. Oh non, a-t-elle soupiré. Ils ont fait une scène? Ils ont fait une scène. Papa a exigé l'héritage. Maman a dit à Lily de sortir. Elle a quoi? La voix d'Elena est devenue tranchante. Elle a dit ça à Lily. Ouais, mais ne t'inquiète pas. Bruno s'en est occupé. Bruno? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a aboyé contre eux. Mieux. J'ai gloussé. Il a mangé la dinde, toute la dinde, et la purée de pommes de terre. Et puis, eh bien, il a laissé un cadeau sur l'assiette ancienne de maman. Celle avec le bord doré. Il y a eu une pause sur la ligne. Puis je l'ai entendu, un reniflement, puis un gloussement. Puis un rire hystérique à gorge déployée. Il a fait caca sur l'assiette. Elena a halté, luttant pour respirer. En plein centre. Un chef-d'œuvre. Elena riait si fort qu'elle pleurait. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'aime ce chien. Je lui cuisine un steak quand vous rentrez. Un filet mignon. Il le mérite. J'ai convenu. Elena, ils l'ont admis. Ils ont co-signé pour Caleb. Ils perdent la maison. Ils voulaient ton argent pour arrêter la saisie. Le rire s'est arrêté instantanément. Ils ont parié leur maison. Ouais. Et je leur ai dit non. Je les ai coupés des vivres, Elena. Pour de bon. Je leur ai dit que j'avais fini. Je suis fier de toi, a-t-elle dit doucement. Je sais à quel point c'était dur. Ça l'était, ai-je admis, sentant les larmes piquer mes yeux à nouveau. Mais en regardant Lily, sachant qu'il la jetterait de côté pour Caleb, ça a rendu les choses faciles. Rentre à la maison, a-t-elle dit. Je quitte l'hôpital maintenant. Je serai là avant toi. On aura notre propre Noël. On est en route. J'ai raccroché et regardé la route devant moi. La neige s'était arrêtée. Le ciel s'éclaircissait, révélant quelques étoiles. J'ai pensé au chèque que j'avais écrit. $3400. Beaucoup d'argent pour un dîner que nous n'avions pas mangé. Mais alors que je m'éloignais du marécage toxique qu'était ma maison d'enfance, j'ai réalisé que c'était le prix le moins cher que j'ai jamais payé pour la liberté. J'avais passé 40 ans à essayer d'acheter leur amour avec de bonnes notes, avec de l'obéissance, avec des prêts, avec du silence.
Et ce soir, pour le prix d'une dinde détruite et d'une facture de nettoyage de tapis, j'avais acheté quelque chose de bien plus précieux. Ma dignité. Et le regard sur le visage de ma mère quand Bruno est monté sur la table. Ça n'avait pas de prix. Les 3 jours suivant Noël ont été surréalistes. C'était comme vivre dans l'œil d'un ouragan. La tempête était passée, détruisant le paysage de mon passé. Mais l'air autour de moi semblait étrangement calme. Elena, Lily et moi sommes restés à la maison. Nous avons éteint nos téléphones. Nous avons commandé des plats à emporter. Nous avons regardé des films. Nous avons construit un fort de couverture dans le salon qui aurait rendu jaloux un architecte. Pour la première fois depuis des années, je ne redoutais pas un coup de téléphone. Je ne vérifiais pas mon compte bancaire pour voir si un virement était passé pour aider Caleb. Je me sentais plus léger, mais je savais que ce n'était pas fini. On ne renverse pas un régime vieux de 40 ans sans une contre-attaque finale. C'est arrivé le 28 décembre vers 19h. C'était un mardi. La neige avait recommencé, recouvrant notre allée d'un manteau blanc frais. Nous étions dans la cuisine en train de faire du chocolat chaud. Elena riait de quelque chose que Lily avait dit, et Bruno ronflait bruyamment près de la porte arrière. Puis la lumière du détecteur de mouvement sur le garage a inondé l'allée. J'ai jeté un coup d'œil au moniteur de sécurité monté sur le mur de la cuisine. Mon estomac s'est noué, non pas de peur, mais d'une résolution froide et dure. 2 voitures, la Buick de mon père et le camion massif et odieux de Caleb. Ils sont là, ai-je dit calmement. Elena a arrêté de remuer le cacao. Son visage s'est durci. Tu veux que j'appelle la police? Non, ai-je dit en marchant vers la fenêtre. Pas encore. Je veux gérer ça. Je viens avec toi, a-t-elle dit, saisissant son manteau. Non, reste avec Lily. Je ne veux pas qu'elle les voie. J'ai baissé les yeux vers Bruno. Il avait levé la tête, ses oreilles dressées. Un grognement sourd a commencé dans sa gorge, vibrant à travers le plancher. Mais je vais prendre des renforts. J'ai clipsé la laisse sur le collier de Bruno. Prêt, mon garçon? Il s'est levé, secouant sa sieste. Il savait. J'ai marché vers la porte d'entrée, allumé la lumière du perron et je suis sorti. Je n'ai pas descendu l'allée. Je suis resté juste là sur la marche supérieure, croisant les bras. Bruno s'est assis à côté de me, une sentinelle silencieuse noire et feu. Mon père a été le premier à sortir. Il avait l'air plus vieux qu'il y a 3 jours. Ses épaules étaient affaissées, son visage gris sous la lumière LED crue. Ma mère est restée dans la voiture, refusant de me regarder. Caleb a sauté de son camion, claquant la porte. Sarah était avec lui, l'air nerveuse. Ils ont remonté l'allée, mais ils se sont arrêtés à environ 20 pieds, 6 mètres. Bruno a laissé échapper un seul aboiement sec. Ce n'était pas agressif, juste un avertissement. C'est mon territoire. Joshua, a dit mon père. Sa voix était rauque. Robert, ai-je répondu. Je ne l'ai pas appelé papa. Je ne pouvais pas. Nous devons parler, a-t-il dit, déplaçant son poids. Nous devons régler ça. Je pensais que nous avions réglé ça, ai-je dit, mon souffle formant un panache dans l'air froid. J'ai payé l'amende. J'ai payé pour les dégâts. Nous n'avons plus rien à discuter. Ne sois pas comme ça, a dit Caleb, s'avançant. Il a essayé de mettre son charme habituel, ce sourire qu'il avait sorti de tout. Écoute, frérot, c'était une soirée folle. Les esprits se sont échauffés. Nous sommes tous stressés. Je ne suis pas stressé, ai-je dit calmement. Je me sens en fait plutôt bien. Nous sommes prêts à te pardonner, a dit Caleb. J'ai vraiment ri. Cela a résonné dans le quartier calme. Vous me pardonnez pourquoi? Pour ne pas vous avoir laissé me voler? Pour l'humiliation, a crié Sarah derrière Caleb. Pour l'histoire du chien. Sais-tu à quel point il est difficile d'enlever cette odeur d'un tapis? Nous sommes prêts à laisser tomber, a interrompu papa, essayant de reprendre le contrôle. Nous sommes prêts à passer outre cet incident. Nous sommes une famille, Joshua. Les familles se battent, mais elles pardonnent. Arrêtez vos conneries, ai-je dit, ma voix devenant d'acier. Pourquoi êtes-vous ici? Vraiment?
Papa a regardé Caleb. Caleb a regardé ses bottes. La banque a appelé aujourd'hui, a chuchoté papa. Ils avancent l'échéance. Ils ont trouvé des irrégularités dans la demande de prêt de Caleb. Fraude. Je l'ai corrigé. Ils ont trouvé une fraude. Si nous ne fournissons pas un paiement significatif d'ici le 1er du mois, a continué papa, ignorant mon commentaire. Ils vont tout geler. Ils vont prendre la maison, Joshua. La maison où tu as grandi. Et, ai-je demandé. Et nous avons besoin de l'argent, a dit papa, sa voix montant en désespoir. Nous avons besoin des 500 000 ou au moins la moitié juste pour les retarder. Je vous l'ai dit. J'ai dit non. Tu laisserais tes parents être sans abri? Maman a baissé la vitre de sa voiture et a crié. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux sauvages. Après tout ce que nous avons fait pour toi, nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. Et puis tu me rejettes au moment où je cesse d'être utile. Utile? J'ai crié en retour. Tu as dit à ma fille de sortir. Tu m'as dit que j'étais mort pour toi. Eh bien, félicitations, Margaret. Tu as obtenu ton souhait. Le fils que tu cherches ne vit pas ici. Nous te poursuivrons en justice, a hurlé Caleb, son visage devenant rouge. Nous te poursuivrons pour diffamation, pour la détresse émotionnelle causée par ton chien. Nous te prendrons tout ce que tu as. J'ai souri. C'était le sourire d'un homme tenant une quinte flush royale alors que son adversaire tient une paire de 2. Allez-y, ai-je dit. Mais avant de le faire, tu devrais vérifier tes emails, Caleb. Caleb s'est figé. Quoi? Mon avocat, Andrew, tu le connais? Major de sa promotion à Harvard. Il t'a envoyé une lettre de mise en demeure formelle il y a environ 1 heure. Nous exigeons le remboursement des 58 420 $ que tu me dois plus les intérêts. Tu ne peux pas faire ça, a bégayé Caleb. Oh, je peux. Et je l'ai fait. Tu as 30 jours, Caleb. Si l'argent n'est pas sur mon compte, Andrew dépose la plainte. Et comme tu es déjà sous surveillance pour fraude bancaire, imagine ce qui se passera quand le tribunal commencera à fouiller dans tes finances. Imagine ce que l'IRS pensera de tous ces cadeaux que tu n'as jamais déclarés. Caleb avait l'air d'être sur le point de vomir. Sarah a saisi son bras pour se stabiliser. Tu bluffes, a dit papa, mais ses yeux étaient remplis de peur. Et c'est pour voir, ai-je dit. Tu veux parler de famille? La famille paie ses dettes. La famille ne vole pas. Tu as 30 jours. Joshua, s'il te plaît. La voix de papa s'est brisée. Il a fait un pas en avant, ses mains tendues dans un geste de supplication. Nous sommes désespérés. Nous n'avons nulle part où aller. Bruno s'est levé et a grogné. C'était un grondement profond de tonnerre. Papa s'est arrêté net. Tu as un camion à 60 000 $. J'ai pointé le véhicule de Caleb. Vends-le. Tu as un bateau. Vends-le. Tu as des bijoux. Vends-les. Tu as une maison pleine de meubles anciens. Vends-les. Débrouille-toi. Tout comme j'ai dû me débrouiller quand j'avais 22 ans et que tu ne voulais pas co-signer mon prêt étudiant parce que tu économisais de l'argent pour l'année sabbatique de Caleb en Europe. Je te hais. Maman a crié depuis la voiture. Je regrette que tu sois né. Le sentiment est mutuel concernant cette conversation. Ai-je dit, maintenant, sortez de ma propriété où je lâche le chien et cette fois il ne mangera pas juste de la dinde. C'était un bluff. Je ne laisserai jamais Bruno blesser qui que ce soit. Mais ils ne le savaient pas. Ils avaient vu de quoi il était capable. Caleb a reculé vers son camion. Sarah était déjà à l'intérieur en train de sangloter. Papa est resté là une dernière seconde à me regarder. Il cherchait une trace du garçon obéissant qu'il avait élevé. Il n'a trouvé qu'un étranger. Il s'est retourné, et retourné à sa buick et est monté. Je les ai regardés reculer hors de l'allée. J'ai regardé leurs feux arrière disparaître dans la rue. Je suis resté là dans le froid pendant un long moment. J'avais besoin de sentir le froid. J'avais besoin de savoir que j'étais éveillé. Quand je suis finalement rentré, Elena m'attendait dans le couloir. Elle n'a rien dit. Elle a juste passé ses bras autour de moi et m'a serré. C'est fini, ai-je chuchoté.
C'est fini, a-t-elle convenu. Les semaines suivantes ont été un flou d'activités, mais c'était un chaos productif. Fidèle à ma parole, je n'ai pas levé le petit doigt pour les aider. J'ai entendu par tante Clara, qui m'a appelé en secret, que les retombées ont été catastrophiques. Caleb a essayé de vendre le camion, mais il devait plus que la valeur du véhicule. Il a fini par obtenir une fraction de ce qu'il valait. Il a dû aller voir un prêteur sur gage, essentiellement un usurier avec une vitrine, pour me rembourser. Il était terrifié par mon avocat. Le 29e jour, un virement bancaire est arrivé sur mon compte. 58 420 $. Pas un centime d'intérêt, mais je m'en fichais. J'avais récupéré mon capital. Mais la maison à Springfield était une autre histoire. Ils n'ont pas pu la sauver. La banque n'était pas intéressée par les excuses de Caleb. Ils ont saisi. Mes parents ont reçu un avis d'expulsion. Ils ont dû emballer 40 ans d'accumulation et déménager dans un appartement locatif de 2 chambres dans le mauvais quartier de la ville. Je n'ai rien ressenti, ni joie, ni tristesse, juste une reconnaissance clinique de cause à effet. Si vous allumez un feu dans votre salon, votre maison brûle. C'est de la physique simple. Mais le plus grand changement ne se produisait pas à Springfield. Il se produisait dans notre maison. Un soir fin janvier, Elena et moi étions assis à la table du dîner. Lily dormait. « Je ne veux plus vivre ici », a dit Elena soudainement. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Ici à Boston ? Nous sommes trop proches, a-t-elle dit. Chaque fois qu'une voiture passe lentement, je me crispe. Je ne veux pas que Lily regarde par-dessus son épaule. Je ne veux pas tomber sur ton cousin Ryan à l'épicerie. J'ai hoché la tête lentement. Elle avait raison. La proximité physique était une laisse. Tant que nous étions à distance de conduite, le fantôme de ma famille nous entrait. « Où veux-tu aller ?» ai-je demandé. « N'importe où », a-t-elle dit. « Quelque part de chaud. Quelque part qu'ils ne connaissent pas. » Nous avons sorti une carte. Nous avons regardé les offres d'emploi. Depuis la pandémie, toute mon équipe était passée en télétravail. Je pouvais travailler depuis la Lune tant que j'avais le Wi-Fi. Elena était médecin urgentiste. Elle pouvait trouver du travail n'importe où dans le pays en une semaine. Nous avons opté pour Austin, au Texas. La décision était impulsive, terrifiante et absolument parfaite. Nous avons mis notre maison sur le marché en février. Elle s'est vendue en 3 jours. Nous avons commencé à faire nos cartons. Il y a quelque chose d'incroyablement thérapeutique à emballer une maison. À chaque carton que je fermais avec du ruban adhésif, j'avais l'impression de sceller un morceau du traumatisme. Les vieux albums photos où j'étais toujours debout à l'arrière-plan tandis que Caleb était devant et au centre. À la poubelle. Le mug, meilleur frère du monde, ironique, que Caleb m'avait offert en cadeau blague il y a 5 ans. Fracas. À la poubelle. Les lettres de ma mère critiquant mes choix de carrière. Au destructeur de documents. Nous avons gardé ce qui comptait. Les dessins de Lily. Nos photos de mariage. Les jouets mâchouillés préférés de Bruno. Le jour de notre départ, le camion de déménagement tournait au ralenti dans l'allée. La maison était vide. Elle résonnait quand je la traversais. J'ai fait un dernier tour. J'ai vérifié les placards, les armoires. Rien laissé derrière. Je suis sorti vers la voiture. Elena était sur le siège passager, souriante. Lily était à l'arrière, entourée d'oreillers et d'iPad. Bruno avait toute la zone du coffre du SUV pour lui seul, regardant par la fenêtre arrière comme un roi inspectant son royaume. J'ai jeté un dernier regard sur l'horizon de Boston. Cette ville avait été ma maison, mais elle avait aussi été ma prison. J'ai mis la voiture en marche. Prête pour une aventure, Lyle, ai-je demandé. Ouais, a-t-elle applaudi. Y a-t-il des cow-boys au Texas? Je l'espère. J'ai ri. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. J'ai juste conduit. Kilomètre après kilomètre, le poids s'est levé. New York est passé. Puis la Pennsylvanie, puis la route ouverte. Nous fuyions. Oui, mais nous ne fuyions pas quelque chose. Nous courions vers quelque chose. Nous courions vers la paix. 2 ans.
Il est difficile de croire que cela fait 2 ans depuis l'incident de la dinde, comme nous l'appelons maintenant dans notre foyer. Je suis assis sur le porche arrière de notre nouvelle maison à Austin. Le soleil se couche, peignant le ciel de nuances d'orange brûlé et de violet que l'on ne trouve tout simplement pas en Nouvelle-Angleterre. L'air sent la fumée de barbecue et le jasmin. Lily a 11 ans maintenant. Elle est dans la cour en train de lancer un frisbee pour Bruno. Bruno est plus vieux. Son museau est devenu gris et il bouge un peu plus lentement le matin. Ses hanches le dérangent quand il pleut. Mais là tout de suite, il bondit à travers l'herbe comme un chiot, poursuivant ce disque en plastique avec la même intensité qu'il avait autrefois pour un oiseau rôti. Il l'attrape, trébuche sur ses propres pattes et roule dans l'herbe. Heureux comme un pape. Le rire de Lily résonne clair et sans fardeau. Ce son, c'est ma victoire. La vie ici est différente. C'est calme de la manière qui compte. Quand mon téléphone sonne maintenant, je ne tressaille pas. Je n'ai pas ce pic de cortisol. Nous avons construit un cercle ici, un vrai cercle. Nous avons des voisins qui nous invitent parce qu'ils apprécient notre compagnie, pas parce qu'ils veulent un prêt. Nous avons des amis qui demandent « Comment ça va ?» et attendent réellement la réponse. Et nous avons de la famille. Les parents d'Elena, Tom et Linda, ont déménagé ici environ 6 mois après nous. Ils ont acheté un petit condo à 20 minutes. Ils viennent au moins 2 fois par semaine. Dimanche dernier, nous avons fait un barbecue. J'ai regardé Tom apprendre à Lily comment faire griller un burger. Il était patient. Il était gentil. Il l'a écouté divaguer sur Minecraft pendant 20 minutes sans regarder sa montre une seule fois. Linda était dans la cuisine avec Elena pour l'aider à préparer les salades. Je les ai entendus rire. C'est là que ça m'a frappé. C'est ce que je poursuivais depuis 40 ans. Ce sentiment de sécurité, ce sentiment d'être assez. J'avais passé toute ma vie à frapper à une porte verrouillée, suppliant les gens à l'intérieur de m'aimer. Je n'avais jamais réalisé que la porte n'était pas verrouillée pour me garder dehors. Elle était verrouillée parce que la maison à l'intérieur était vide. Il n'y avait pas d'amour là-bas à donner. J'ai arrêté de frapper. J'ai construit ma propre maison. Quant aux gens que j'ai laissés derrière, je ne demande pas de leurs nouvelles. Je ne les cherche pas sur Facebook. Je ne google pas leur nom. Mais l'information a une façon de voyager. Il y a environ 6 mois, j'ai reçu une lettre. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture. C'était tante Clara. J'ai failli la jeter, mais la curiosité l'a emportée. Je l'ai ouverte debout juste ici sur ce porche. C'était une lettre courte. Clara écrivait qu'elle allait bien. Elle avait emménagé dans une communauté de retraités en Floride et était enfin loin de la toxicité. Tant mieux pour elle. Puis elle m'a donné la mise à jour que je n'avais pas demandée, mais que j'avais besoin d'entendre. Caleb et Sarah sont divorcés. Apparemment, quand l'argent s'est épuisé et que la maison a disparu, l'amour n'a pas duré longtemps. Sarah a pris l'enfant et est retournée vivre chez ses parents. Elle poursuit Caleb pour une pension alimentaire, mais comme il n'a pas de revenus vérifiables, elle n'obtient pas grand-chose. Caleb vit dans un appartement en sous-sol, travaillant dans un emploi de vente à la commission uniquement, cherchant toujours sa prochaine grande opportunité, blâmant toujours le monde pour ses échecs. Et mes parents, ils vivent dans un petit appartement de 2 chambres. Papa a dû retourner travailler comme agent d'accueil dans une quincaillerie pour joindre les 2 bouts parce que leur sécurité sociale ne couvre pas le loyer et leurs dettes. Maman passe apparemment ses journées à se plaindre à quiconque veut bien l'écouter de son fils ingrat qui les a abandonnés et a volé leur petite fille. Les vautours, les tantes et les cousins se sont dispersés. Sans la grande maison pour organiser des fêtes et l'illusion de la richesse, il n'y avait plus de carcasse à picorer. Ils ont arrêté de visiter. J'ai lu la lettre 2 fois. Je m'attendais à me sentir triomphant. Je m'attendais à ressentir une poussée de « je vous l'avais bien dit », mais non. J'ai ressenti de la pitié. Pas le genre de pitié qui vous donne envie de tendre la main et d'aider. Non, cette partie de moi est morte et enterrée. C'était la pitié que l'on ressent quand on voit un personnage dans un film faire le même mauvais choix encore et encore jusqu'au générique de fin. Ils ont choisi l'argent plutôt que la famille. Ils ont choisi l'ego plutôt que l'amour. Et maintenant ils n'ont ni argent ni famille. Ils sont seuls dans une prison de leur propre fabrication. J'ai plié la lettre et je suis rentré. Je ne l'ai pas cachée à Elena.
Je la lui ai montrée. Elle l'a lu, a haussé les épaules et l'a jeté dans le bac de recyclage. Les hamburgers sont prêts, a-t-elle dit. J'arrive, ai-je répondu. C'était ça. C'était la conclusion. Un morceau de papier dans le bac de recyclage pris en sandwich entre un prospectus publicitaire et une boîte de céréales vide. Je suis ressorti pour appeler Lily pour le dîner. Lily, à table. J'arrive, papa, a-t-elle crié. Viens, Bruno. Elle a couru dans les escaliers, essoufflée et en sueur. Elle m'a serré la taille. Papa. Ouais, gamine. Grand-père Tom a dit qu'il allait m'emmener à la pêche le week-end prochain. Bruno peut venir? Je ne vois pas pourquoi pas. J'ai souri. Ne le laisse juste pas manger l'appât. Il ne le fera pas. Elle a gloussé. C'est un bon garçon. Elle a couru à l'intérieur. Bruno a trotté dans les escaliers, haletant. Il s'est arrêté devant moi et a poussé ma main avec son nez humide. Je me suis accroupi et j'ai regardé dans ses yeux. Ses grands yeux marron loyaux. Tu es vraiment un bon garçon, lui ai-je chuchoté. Tu nous as sauvés, tu le sais? Il m'a léché le visage, sa queue battant la mesure contre la terrasse. Les gens me disent que j'ai été courageux de les couper des vivres. Ils me disent que j'ai été fort, mais la vérité est que j'étais juste fatigué. J'étais fatigué de me noyer. J'ai regardé le coucher de soleil une dernière fois. Le ciel était d'un violet brillant maintenant. J'ai pensé à l'homme que j'étais il y a 2 ans. L'homme frissonnant dans la voiture, terrifié par le jugement de sa mère. Cet homme est parti. À sa place se trouve un père qui sait que son travail n'est pas d'être un bon fils pour des abuseurs. Son travail est d'être un bouclier pour sa fille. Je me suis levé, j'ai pris une profonde inspiration de l'air chaud du Texas et je suis rentré pour dîner avec ma famille. Ma vraie famille. La table était dressée, non pas avec du cristal fantaisie ou de la porcelaine antique, juste des assiettes dépareillées que nous avions achetées chez Target. Il n'y avait pas de dinde, juste des burgers et de la salade de pommes de terre. Mais la pièce était remplie de rire. Elle était remplie de chaleur. Et le plus important, tout le monde assis à cette table voulait être là. Et pour info, Bruno a eu un burger avec du fromage.